Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle session des Thinking International Talks. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Amina Nsenga Lutumbandoy et elle est experte en leadership identitaire, entrepreneuriat social et autonomisation des femmes et des jeunes. Madame Amina, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et Madame Amina, va nous présenter aujourd'hui l'ancrage juste. Je vais la laisser présenter donc le thème et c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ziné pour cette présentation. On va parler aujourd'hui de l'ancrage juste. On va parler de clarté, de cohérence, de précision, parce qu'on est dans un monde où le mot sonne creux. Alors, je vais commencer par vous poser une question toute simple. Comment vous portez-vous aujourd'hui ? Alors, c'est très intéressant. On est bien sûr dans le calme. Mais je vais vous demander aussi de faire quelque chose d'inhabituel. Je vais vous demander de répondre à cette question vraiment. Pas avec la formule que l'on utilise couramment, pas avec le mot réflexe, parce que voilà ce qui se passe en général. Quand on pose cette question, on dit bien, on dit ça va, on dit très bien, merci. Mais quand c'est faux, mesdames et messieurs, quand c'est faux, même quand on est arrivé ce matin avec une tension dans la poitrine, même quand on a mal dormi, même quand quelque chose nous préoccupe depuis 3 jours, on dit « ça va ». Parce que c'est ce qu'on dit, parce que c'est ce qu'on nous a appris, parce que le contexte, c'est dans ce contexte qu'on nous attend. Et ces espaces-là ne sont pas faits pour apporter et accueillir notre vérité. Et je trouve très important de revenir dans la communication un petit peu à cette question d'identité, de revenir aussi à cette question de justesse dans l'utilisation des mots, de revenir à notre reconnexion. Vous savez, dans la communication, très souvent, on va utiliser des mots, de toute façon, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on va dire, mais parce que le monde aujourd'hui a décidé que c'était des mots qui passent, on les utilise. D'accord ? Alors, il faut, pour moi, selon moi encore une fois, c'est pas une vérité, mais je pense que vous pourrez vous reconnaître, il faut accueillir chaque mot sans le commenter. Il faut accueillir chaque mot pour ce qu'il est, juste le recevoir. Curieux, tendu, présent, fatigué, soulagé, ou impatient. Ce sont des mots qui nous laissent en attente. En 30 secondes, quand on a posé ce mot, on a produit plus qu'une précision que dans 10 minutes de conversation. 10 minutes de « ça va ». Et cette précision, c'est ce mot juste. Ce mot juste que l'on a posé là, entre vous et moi. Et ce sera exactement le sujet du talk. On ne va pas parler de communication au sens large, pas de mieux s'exprimer, pas de technique. Je veux juste vous parler et vous restituer une chose précise. L'écart entre ce qu'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on vit. Cet écart, je l'appelle, et vous connaissez ce mot, la dissonance. Et je pense que la plupart de nos difficultés relationnelles, professionnelles, pour vous qui êtes étudiants, c'est pareil aussi, personnelles, naissent de là, naissent de la dissonance. Dans cet espace entre le mot que l'on choisit et la réalité que l'on habite. Raison pour laquelle j'ai appelé ce talk l'ancrage juste. Ancrer, c'est planter quelque chose dans le sol. Un ancrage juste, c'est planter le bon mot dans la bonne réalité.
Ça semble simple et pourtant, vous allez le voir, pendant 45 minutes. Ce n'est pas aussi simple que ça. On va parler de 5 piliers. Et je vais commencer par vous présenter le pilier 1. On va aller directement un petit peu à ce que j'appellerais technique, revenir au dictionnaire. Quand est-ce que vous avez ouvert, dites-le moi, un dictionnaire pour la dernière fois? Alors, pas ouvrir un dictionnaire pour chercher une orthographe, pour lire tout simplement un mot que vous utilisez tous les jours. Je vais vous poser cette question directement. Pour vous, que voudrait dire le mot respecter, le verbe respecter quelqu'un, la phrase respecter quelqu'un, le mot respect, le verbe respecter qui donne la phrase respecter quelqu'un. Alors, respecter, ça vient du mot latin respectar. Regarder en arrière, regarder à nouveau. Voir l'autre dans sa totalité, pas seulement dans sa fonction, pas seulement dans ce qu'il vous apporte. Dites-moi un peu, est-ce que c'est comme ça réellement que vous utilisez ce mot? Parce que moi, j'entends souvent quand on parle de « je te respecte », quelque chose comme on utilise un synonyme de « je ne t'agresse pas ». Et pour moi, c'est une définition très pauvre du respect. Et si c'est la définition que l'on partage, on ne parle absolument même pas de la même chose quand on dit « on se respecte ». Voilà ce que fait le flou linguistique. Il nous donne l'illusion d'un accord là où il n'y en a aucun. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si ça ne va pas, vous me le dites. Deux personnes qui utilisent le même mot avec deux sens différents dans la même conversation, elles ne communiquent pas. Elles se croisent, elles s'étonnent, mais elles ne se comprennent pas. La première pratique de l'ancrage juste, c'est celle-ci. Je vais vous demander de prendre l'habitude de lire les mots. Pas de les survoler, les lire. Chercher leur étymologie, d'où ils viennent, d'où ils proviennent et vers quoi ils nous amènent. De comprendre exactement leur poids exact, le choix, le poids des mots. C'est important quand on communique. Excusez-moi. Parce qu'un mot, ce n'est pas un contenant vide. Il remplit ce que l'on veut. Un mot a une histoire, une chair et un contour précis. Alors, le mot n'est pas un contenant vide. Il ne remplit pas ce que l'on veut, car un mot a une histoire. Un mot a une chair. Un mot a un contour précis. Et si vous acceptez de refuser le flou linguistique, ce sera un acte de rigueur intellectuelle et aussi un acte de respect envers les autres. Est-ce que je m'assure de parler de la même chose avec mon interlocuteur? Et c'est de ça qu'il est question quand on parle finalement du retour au dictionnaire. L'étymologie des mots, le choix du bon mot en bon moment dans le mot, dans le bon espace. J'y arriverai. Alors, il y a un deuxième pilier, peser chaque mot. Le poids du mot est important. Je vais encore une fois vous poser une question technique. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Si je prends « J'essaierai de finir ce rapport vendredi » et que j'y oppose « Je finis ce rapport vendredi ». J'essaierai de finir ce rapport pour vendredi et je finis ce rapport pour vendredi. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de contrat. J'essaierai, quand vous utilisez le verbe conjugué
j'essaierai, c'est une façon d'y apporter du secours. Elle contient du secours. Elle dit, je vais faire un effort, mais si ça ne marche pas, je ne t'ai rien promis. On se dédouane. C'est une intention, ce n'est pas un engagement. J'essaierai de finir ce rapport vendredi. Par contre, et néanmoins, quand vous dites « je finis ce rapport vendredi », vous y voyez directement la différence et l'engagement qu'il porte. Je finis ce rapport vendredi. Alors, ces deux phrases, on l'a bien compris, ne signifient pas la même chose. Ce n'est même pas le même contrat. Et combien de fois entend-on j'essaierai là où on a besoin d'entendre un engagement clair. Combien de fois j'essaierai au lieu de je fais. Et combien de fois on dit j'essaierai pour éviter aussi de nous engager sans avoir à dire non. Une façon de déguiser, de pouvoir dire je vais pas le faire, mais je reste poli ou poli et je te dis tout simplement j'essaierai sans vraiment de réel engagement. Et si tu me reproches de ne pas l'avoir fait, je t'ai dit, j'essaierai. Et là, on va parler de ce flou qui, tout à l'heure, nous a amené vers une autre route. Ce flou ici devient une stratégie. Vous voyez, le poids des mots, le choix des mots. Ici, ça devient une stratégie d'évitement. Et cette stratégie, croyez-moi, elle a un coût. Elle érode la confiance lentement, de façon totalement imperceptible, mais sûrement. Parce qu'à force de fonctionner comme ça, vous n'aurez vraiment plus de crédibilité envers la personne que vous avez en face de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, le choix des mots, le poids des mots, c'est tout ce qui est très important. Alors, peser chaque mot, c'est se demander, est-ce que le mot choisi correspond exactement à ce que je veux signifier? Ou est-ce que je choisis ce mot parce qu'il est plus confortable, plus fou, moins engageant? Je vais vous donner d'autres exemples, parce qu'il n'est pas question là que d'engagement. On devrait faire ça un jour. Veux-tu qu'on fixe une date? C'était pas mal. Alors je dirais, c'était vraiment bien, voilà ce que j'ai trouvé de fort. Je pense que ça pourrait peut-être poser un problème. Ça va poser un problème. Et j'ai envie de dire que chaque fois que vous édulcorez, chaque fois que vous atténuez, chaque fois que vous êtes évasif, vous faites une chose, vous protégez votre confort immédiat au détriment de la clarté d'une communication envers votre interlocuteur. Et c'est souvent l'autre qui en pâtit. Alors, je vous invite à peser chaque mot. Ce n'est pas être brutal, c'est juste être précis. Et la précision dans sa forme de générosité. On va choisir les mots justes au moment juste. On ne va pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont par peur, de pouvoir mettre l'autre à mal. On est ancré, que ce soit dans sa personnalité, dans son authenticité, autant que dans sa verbalisation. D'accord? Et ça va vous accompagner, vous qui êtes étudiant, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes leader, parent, même enfant, ça va vous accompagner toute votre vie et ça va aussi vous donner de la crédibilité. Et ça, c'est très important. Avoir de la crédibilité, c'est votre carte de visite. C'est ce qui va vous ouvrir des portes et va vous aider à monter les échelons, les uns après les autres. Quand je parle d'ancrage, je parle souvent d'héritage. Et nous y sommes.
Alors, quand je parle d'héritage, de ce contexte bien précis, je vais essayer de vous mettre une expérience en place. Je vais vous proposer de penser à un mot que vous utilisez souvent pour parler de vous-même ou des autres. Un mot de valeur, comme par exemple sérieux, professionnel, ambitieux, bien élevé. Et maintenant, à partir du mot que vous avez choisi, je vais vous demander de vous poser cette question. Est-ce que vous avez choisi ce mot? Est-ce que quelqu'un l'a fait pour vous? Vos parents? Votre culture? Votre milieu? Est-ce que tous ces environnements, vous les ont déposés? Est-ce que vous les avez gardés sans jamais vraiment décider de les garder? Alors, je reviens. Est-ce que vous avez choisi ce mot ou est-ce que quelqu'un comme vos parents, votre culture ou votre milieu vous l'a déposé? Ou tout simplement, vous avez décidé de le garder sans jamais vraiment décider de le garder? Je vais répondre avec vous à cette question. Vous savez, on hérite tous d'un vocabulaire. On hérite tous de la façon dont notre famille parlait du travail, de l'argent, de l'amour, de l'échec. C'est ce qu'on appelle notre socle, nos racines. On hérite des mots qui désignent la réussite et ceux qui désignent la honte aussi. Et ces mots-là, on les utilise comme si on les avait choisis, or qu'on les a tout simplement reçus. Si vous questionnez votre héritage, ce n'est pas une question de le rejeter. C'est pas pousser ce qui vient des autres, c'est faire le tri et vous demander, est-ce que ce mot-là qu'on m'impute me correspond? Est-ce que ce mot-là correspond à qui je suis aujourd'hui? Est-ce que ce mot-là décrit ma réalité ou la réalité de quelqu'un d'autre que j'essaye encore de satisfaire? Et ça, là, maintenant, je le constate, ça peut vous paraître abstrait. Alors, je vais essayer de vous donner un autre exemple très concret. Il y a des gens qui passent des années à se décrire comme pas créatifs, parce que quelqu'un un jour leur a dit qu'ils n'étaient pas créatifs. On parlera de professeurs ou vos parents. Et donc, vous avez intégré ce mot. Ils vous l'ont dit, donc c'est vrai. Et vous avez rangé ce mot créatif dans l'armoire de ceux qu'ils sont, sans jamais l'examiner. Vous avez accueilli quelque chose que quelqu'un vous impute et pourtant qui n'est pas destiné à vous correspondre. Et vous savez, il y a des gens qui passent des années à se décrire de cette façon, à vivre de cette façon. C'est pour ça que certains mots qu'on reçoit, qu'on nous impute et qu'on décide de porter nous coûtent. D'où si je vous parle de reconnexion identitaire, si je vous parle de votre authenticité, vous verrez que les mots qu'on vous a imposés avec la réalité que vous avez, il y a un monde de différence. Et c'est comme ça que très souvent, on avance pas très à l'aise en fait. On avance en étant juste une pâle copie de ce que les autres voudraient que l'on soit. Et vous ne faites pas vivre la réelle personne que vous êtes. Ce mot-là nous coûte quelque chose chaque jour. Il rétrécit nettement le champ des possibles parce qu'il n'a sans doute jamais été vrai. Alors, je vous invite vraiment à questionner l'héritage, ouvrir cette armoire, pas pour jeter,
pour choisir cette fois, pour choisir quelque chose qui vous correspond à vous, de façon à être ancré, aligné et pouvoir fonctionner à l'image de la personne que vous êtes réellement. Et c'est pour ça que maintenant, et vous m'arrêtez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est pour ça que maintenant, je vais réellement vous parler de la vérité intérieure. Quand on parle de vérité intérieure, c'est un phénomène dont tout le monde parle, tout le monde a entendu, tout le monde connaît, je dirais, mais peu de gens nomment avec précision ce mot. La vérité intérieure. Ce phénomène que tout le monde connaît, mais que peu de gens nomment avec précision. Et je l'ai dit un peu plus haut tout à l'heure, on parle de dissonance cognitive. Est-ce que vous connaissez ce mot? La dissonance cognitive. Et si vous ne le connaissez pas, faites-moi signe. D'accord? Et de toute façon, je pense que je vais vous faire une petite définition rapide de ce qu'est la dissonance cognitive par rapport au talk que nous avons ici. Quand on parle de dissonance cognitive, je dirais que c'est un peu cet état dans lequel on se trouve quand ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on est ne s'articulent pas, ne s'accordent pas. C'est un état d'inconfort léger ou très douloureux. Et la réponse humaine la plus commune à cet inconfort, c'est de trouver des mots pour le faire disparaître. Par exemple, on se dit, on pourrait se dire, je suis fatigué, ça va aller. Et pourtant, on est fatigué depuis des mois. On se dit, c'est normal de ne pas être d'accord. Ce n'est pas si grave. Alors que quelque chose d'important nous a été emprunté. Et ça nous met mal à l'aise. Mais pour faire bonne figure, on va dire c'est pas grave. On se dit, je suis quelqu'un de fort et je gère. Alors qu'on ne gère absolument rien du tout. Vous voyez, quand on les dit, quand on les nomme, quand vous entendez ces phrases, vous allez me dire, ces formules-là ne sont pas des mensonges au sens strict. Ce sont juste, moi je les appelle des anesthésiens. Ce sont des mots choisis pour réduire votre inconfort, pas pour décrire votre réalité. Reconnaître votre vérité intérieure, c'est faire l'inverse. C'est accepter de se nommer ce que vous vivez avec précision. Réellement rester ancré, réellement avoir cette puissance d'être authentique. Et ça va vraiment vous booster. Vous allez voir que quand vous êtes vrai, vous avancez, il n'y a pas de poids sur vous. Vous êtes léger. D'accord? Être dans votre vérité intérieure, c'est aussi nommer une vérité quand elle est inconfortable, même s'il n'y a pas de mot parfait. Et surtout, c'est pouvoir agir quand vous êtes obligé d'agir. Au-delà des mots, des fois, il faut poser des actes. Et quand on est un peu timide, qu'on n'utilise pas les mots, les actes qu'on va poser, ne seront pas alignés avec ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut faire vivre, faire exister dans un espace, dans une conversation, par rapport à ce que l'on fait, avec qui l'on est et là où on doit aller. Toute chose que l'on fait dans la vie, pour moi, a une direction. D'où je vous parle de là où on veut aller. Et ici, je veux vraiment insister sur quelque chose parce que nommer sa vérité intérieure, c'est pas une faiblesse. Je le répète, nommer sa vérité intérieure n'est pas une faiblesse. Nommer sa vérité intérieure, retenez-le, c'est une rigueur. C'est le refus d'entretenir un écart
entre nous, entre soi, entre le langage qu'on utilise pour se décrire. N'ayez pas peur de ne pas plaire à tout le monde. C'est pas important. N'ayez pas peur de dire que vous êtes fragile dans un moment où c'est difficile. Soyez vous-même. Soyez juste et honnête d'abord avec vous. Parce que tant que vous allez utiliser ces mots anesthésiants, ces mots qui sont inexacts pour vous décrire votre réalité, décrire ce que vous voulez faire, décrire tout simplement qui vous êtes, vous n'arriverez même pas à vous comprendre vous-même. Et si vous n'arrivez pas à vous comprendre, comment est-ce que les autres pourraient, eux, vous comprendre? J'espère que jusque-là, tout va bien pour vous. On a parlé du poids des mots, du choix des mots. On a parlé de ce que l'on fait vivre de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter d'être dans la dissonance cognitive. Et je vais vous parler du dernier pilier que je viens d'un peu aborder, que je viens d'un peu survoler. Et on va le nommer le courage verbal. Là encore, je vais vous poser une question et j'aspire à ce que vous puissiez répondre dans le chat. Combien de fois, lors d'une réunion, une conversation, voire une formation comme celle-ci, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir tout compris, mais vous n'avez pas osé le dire? Peut-être que vous le faites là maintenant. Combien de fois avez-vous fait semblant de suivre quelque chose? Attention, hein, on le fait tous, moi aussi. Parce qu'on a appris que ne pas comprendre, c'est une forme d'échec, tout simplement. On nous a appris que quand on ne comprend pas, à l'école, on est bête. Parce qu'on a intégré que poser une question, c'est déranger. Parce qu'on croit dire « je ne sais pas », ben ça fragilise notre image. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. Dire « je ne sais pas », c'est l'un des actes les plus intelligents que vous puissiez poser. Parce que c'est un acte de précision, et je reviens dessus, la précision, le choix des mots au bon endroit. Quand vous avez et vous posez des actes de précision, vous délimitez ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas. Et cette délimitation est la condition de tout apprentissage réel, je le répète et j'insiste. Quand vous avez la possibilité de dire « je ne sais pas », c'est un des actes les plus intelligents. Moi qui suis maman, je préfère entendre mes enfants me dire « je ne sais pas ». Moi qui suis formatrice, je préfère entendre les participants me dire « je ne sais pas ». Pour qu'on puisse poser, développer avec d'autres mots pour que nous soyons tous alignés. Et les actes de précision, c'est ça que dans le monde du leadership, l'entrepreneuriat, votre vie professionnelle, amoureuse, amicale, peu importe où vous y situez, à chaque fois que vous poserez un acte de précision, vous serez quelqu'un de reconnu comme une personne vraie, intègre, authentique, en qui on peut faire confiance. Et cette délimitation, c'est la condition de tout apprentissage réel. Dire « je n'ai pas compris », pouvez-vous reformuler, n'est absolument pas un aveu de faiblesse. C'est tout simplement une demande de clarté, une invitation à mieux communiquer. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Pouvez-vous reformuler? Apprenez à utiliser aussi ces phrases. Par contre, vous ne devez pas avoir peur, et ça vous ne devez pas le nier non plus, de dire « je ne suis pas d'accord ». Clairement, calmement, avec des mots posés. Ce n'est pas de la confrontation, c'est du respect envers vous et envers votre interlocuteur. Parce que oui, ça suppose que l'autre en face de vous est capable d'entendre une pensée différente que la sienne. Ça suppose que vous la prenez au sérieux. Donc, quand vous êtes honnête avec vous-même, authentique avec vous-même, vous l'êtes envers l'autre. Ce que vous prenez pour vous, vous le rétribuez aussi à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le courage verbal. Parce que le courage verbal, c'est ça.
C'est choisir la précision plutôt que le confort. Choisir la vérité du mot plutôt que la fluidité du mensonge poli. Et je vais terminer par vous dire autre chose sur le mot courage. Il vient du latin corps, si je ne me trompe pas. Le cœur. Avoir du courage et étymologiquement, oui, c'est agir depuis son cœur. Donc, le courage dans cette sphère de communication, cette approche de vous-même vers les autres, eh bien, c'est agir depuis votre cœur, depuis votre vérité, depuis votre authenticité, donc depuis votre intérieur, depuis ce que vous êtes vraiment, pas depuis ce que l'on croit qu'on devrait paraître aux yeux des autres. Donc là se termine le courage verbal, le 5e pilier qui va vous amener à parler de l'intérieur vers l'extérieur, en choisissant les bons mots au bon moment, en vous rappelant qu'il faut aller voir la définition des mots pour éviter d'être pas aligné dans ce que vous faites, pour éviter d'avoir une communication ou une conversation à double sens parce que vous n'utilisez pas les bons mots. Et quand ça devient compliqué, difficile, trop soutenu ou moins soutenu, ne pas hésiter à demander qu'on vous répète les choses, ne pas hésiter à demander de poser des questions ou de dire tout simplement « je n'ai pas compris ». Et c'est en ça que se termine ce talk où je vous ai présenté les 5 piliers de l'ancrage juste. Les 5 piliers de l'ancrage juste vont vous obliger à revenir au dictionnaire, peser chaque mot, questionner votre héritage, reconnaître votre vérité intérieure et oser le courage verbal. Revenir au questionnaire, peser chaque mot, questionner l'héritage, reconnaître la vérité intérieure et oser le courage verbal. Ce ne sont pas des techniques. C'est une seule pratique vue sur 5 angles. La pratique de la cohérence entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce que l'on vit. La pratique de la cohérence entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce que l'on vit. Et pour cette présentation, je vais finir avec cette image, un ancrage en navigation. C'est ce qui empêche le bateau de dériver. Ce n'est pas ce qui l'immobilise. Un bateau ancré, c'est comme vous. Il peut se déplacer, il peut tourner, répondre au vent, mais il ne part absolument pas à la dérive. Je répète, vous êtes comme un bateau, un ancrage en navigation. Ce qui n'empêche pas le bateau de dériver, c'est cet ancrage, n'est-ce pas? Malgré que vous êtes ancré, vous pouvez vous déplacer, tourner, répondre au vent. Mais vous ne partez pas à la dérive parce que vous êtes vrai, authentique, aligné avec la personne que vous êtes, votre vérité. Les mots justes sont votre ombre. Ils ne vous fichent pas, ils vous permettent juste de ne pas vous perdre. La dissonance cognitive aujourd'hui ne doit plus faire partie de vous, car vous avez une technique qui va vous permettre d'aller voir la définition des mots au dictionnaire un peu chaque jour, peser le poids de chacun de ces mots, questionner votre héritage. Je vous rappelle, on ouvre l'armoire, on regarde les mots qui nous ont été donnés, on reconnaît notre vérité intérieure et on ouvre ce courage verbal. Et j'en ai fini pour la présentation. Alors, pardon, j'avais pas vu les questions. Alors, mais ça vient d'arriver. Quel rôle jouent les émotions dans la clarté ou la confusion de notre langage? Effectivement, alors, les émotions vont nous amener à répondre assez vite et c'est là où je vous demanderai
de pouvoir prendre le temps d'accueillir les choses et ne pas répondre du tac au tac. Il vaut mieux utiliser un mot comme une phrase plutôt comme je reviendrai plus tard vers toi quand vous voyez que quelque chose vous a pris. Ça va vous demander de pouvoir descendre un petit peu et de réévaluer la situation par rapport à votre position. Donc, on accueille toujours les choses avec plus ou moins de brutalité, mais l'authenticité de votre personne vous demandera de pouvoir vous réajuster, de pouvoir vous rééquilibrer par rapport aux sentiments que cette situation vous a donné. Donc, je vous invite, quand quelque chose arrive comme ça, de prendre du temps, de dire à la personne que je reviens vers toi après ou j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer la nouvelle et parler après avec justesse. La justesse des mots qui vous ressemblent vous, pas ce que l'autre attend, mais vraiment ce qui vous ressemble vous. Et vous le faites avec recul dans le calme et la hauteur. J'espère que j'ai répondu. Quels sont les impacts d'un langage imprécis sur nos décisions et nos relations? Alors, les impacts d'un langage imprécis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dissonance cognitive, c'est parler, agir et ressentir. Eh bien, tout ça n'est pas égal. Je vais vous dire, si, par exemple, comment je pourrais expliquer ça très simplement? Alors, je parle à une femme, on va parler de femme à femme, et je dirais, on va nous imposer un mariage, d'accord? Dans ce mariage, on va peut-être avoir peur de certaines choses qu'on ne révèle pas. On va avoir pour la posture et devant la famille un sourire. On accepte le mariage malgré qu'à l'intérieur, on craint. Et donc, accepter de façade par le sourire, la crainte à l'intérieur va faire en sorte que dans le fonctionnement de son mariage, on ne sera pas en équilibre. C'est comme dire j'ai la connaissance, la pleine connaissance d'une leçon. On va dire oui au professeur, j'ai compris. On va étudier de façon verticale. Et puis finalement, les notes vont se ressentir parce que n'ayant pas compris, n'ayant pas posé de questions, je réponds seulement dans quelque chose que je n'ai pas pu assimiler. Et donc, si vous parlez de choses, si vous vous présentez avec des mots quelque chose que vous ne vivez pas et que ça ne se reflète pas dans l'action que vous posez directement, eh bien, c'est ce qui va impacter toute votre vie. Il vaut mieux des fois faire marche arrière, accepter que l'on ne peut pas, travailler à pouvoir atteindre notre objectif pour rester aligné avec nous-mêmes, rester authentique avec la personne que l'on est. Et j'espère que là, j'ai répondu à votre question. Merci pour les questions. Dites-moi si j'ai répondu à ce que vous vouliez entendre et avoir. Quel premier changement simple chacun peut mettre en place dès demain pour retrouver des mots vrais? Alors, évitez de toucher tous ces mots qu'on a sur les réseaux sociaux. Et de temps en temps, regardez, faire une petite liste, par exemple, des mots que vous utilisez tout le temps, très facilement. J'ai pas un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, mais en tout cas, ce que vous utilisez tout le temps comme mot, quelque chose qui vient de votre verbalisation, vous allez un peu aller voir, vous allez faire l'effort de checker dans le dictionnaire si quand vous l'utilisez, c'est la définition appropriée. Et si ce n'est pas le cas, essayez de revenir à un mot qui a la définition du mot que vous voulez utiliser. Parce que ça peut poser confusion et dans la même conversation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous croiser, pas vous comprendre, ça crée des conflits par la suite ou ça crée deux personnes qui s'écartent parce qu'elles n'ont pas utilisé les bons mots. Ça peut aussi, quand vous devez aller vous défendre à l'école, par exemple, vous défendre dans le travail ou défendre une personne, dans chaque institution, dans une structure, il y a des mots bien clairs. On utilise le français. Et une personne qui est un peu académique, par exemple, ne va pas accepter un mot qu'on utilise sur les réseaux sociaux qui n'a absolument pas la même puissance, la même étymologie, la même définition, qui ne va pas couvrir la même pratique.
Je vais prendre un exemple que j'ai eu dans une autre session. J'ai demandé, est-ce que la religion, est-ce que la religion est identitaire ou c'est un héritage? Alors, je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, la religion est identitaire ou c'est un héritage? Pardon. Non, je me trompe. Je me trompe de mot. Est-ce que la religion pour vous est héréditaire ou c'est un héritage? Voilà. Est-ce que la religion est héréditaire? Je pensais au mot, mais je n'ai pas dit le bon mot. Héréditaire ou un héritage? Dites-moi un petit peu. Héréditaire ou héritage? Héréditaire. Ah non. Héréditaire voudrait dire qu'elle elle fait parler des gènes. D'accord? La religion est une sorte d'héritage, mais je parlerai même plus de transmission. Vous pouvez naître dans une famille musulmane et peut-être à un moment donné décider de devenir chrétien. Ou comme moi qui suis née d'une lignée de chrétiens et qui pourtant j'ai pris la religion musulmane comme mon chemin de vie. Et donc, c'est un mot qu'on utilise très facilement, héréditaire, parle de gènes, maladie héréditaire. Vous avez, nous les femmes, on va dire les fibromes des unes aux autres, ou le cancer dans certaines familles, c'est héréditaire. Et on en parle dans cette question du médical. Et pourtant, je vais juste, hop, mon ordinateur est un peu à plat. On pourrait le comprendre malgré tout, mais si on doit utiliser un mot juste, on parlera plutôt d'un héritage, d'un legs, mais surtout d'une transmission. Donc, c'est un petit peu la nuance et pour moi est très souvent utilisée dans le langage de tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous fait réfléchir dans ce sens? Est-ce que vous voyez de quelle façon vous pouvez, dès demain, regarder, faire une checklist de vos mots les plus importants quand vous êtes dans une conversation, dans la communication? Alors, oui, tout à fait, finalement. Ok, c'est super. Donc voilà, je pense que j'ai transmis ce que j'avais à transmettre aujourd'hui sur la question de l'ancrage juste dans la communication avec ces 5 piliers. J'espère que ce talk vous a plu. J'espère que ce talk sont des clés en main que vous allez utiliser parce que ce sera une question de crédibilité. Ce sera une question peut-être d'héritage à transmettre, un matrimoine, et on en reparlera du matrimoine, que vous allez transmettre par la suite, mais c'est surtout par rapport à votre identité, à votre image et à votre crédibilité. Utilisez les bons mots. Faire preuve de courage verbal, ne pas avoir peur de dire quand ça va pas, quand vous comprenez pas, et surtout ne pas avoir peur de dire les choses sans vous imposer avec violence, mais juste avec cohérence avec la personne que vous êtes. Quand vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur, vous restez aligné, vous êtes ancré, je vous assure que toutes les portes vous seront ouvertes, quelle que soit la difficulté qui arrivera sur votre route. Alors voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Madame Amina. Nous avons beaucoup appris avec vous aujourd'hui. C'était très intéressant, très enrichissant. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau truc. On pourra parler d'autres thèmes, j'espère. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. À nos participants, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau talk. Et restez connectés. Merci beaucoup, au revoir et à très vite.